Peugeot-Citroën et la fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois. C'est confirmé ce matin. Plan de restructuration drastique chez PSA Peugeot-Citroën, le constructeur automobile. Ces 10 000 suppressions de postes va devenir la première usine automobile française. Elisabeth a fermé depuis celle de Renault Billancourt il y a 20 ans. General Motors have announced the revised terms of their joint venture, plans to produce. Déprimé et la suspension des activités du groupe en Iran, les ventes mondiales du constructeur automobile français PSA Peugeot-Citroën se sont effondrées en 2012 à moins de 3 millions. Pourquoi les dirigeants de Peugeot ont cédé à cette pression et pourquoi le gouvernement français a laissé faire? Je peux vous dire 2 ou 3 choses à ce sujet. Le groupe ne laissera personne sans une solution identifiée à son problème d'emploi. Il y a un effondrement du marché européen. Le marché européen s'est bel et bien effondré en Europe de l'automobile. C'est une réalité. Les ventes ont chuté. Les ventes de PSA ont chuté, je crois, de 13% en un an sur le marché européen. Au niveau mondial. Hein? Pardonnez-moi, au niveau mondial, pas au niveau européen. Au niveau mondial, les ventes ont chuté de 13%. Et à chaque fois, les économistes, les experts que vous êtes, vous oubliez de dire que Peugeot a fait une croix sur son marché iranien, qui est le premier marché à l'international. Peugeot vend en une année 450 000 véhicules en Iran. Et aujourd'hui, pour une décision politique, ils refusent de vendre des voitures en Iran. Ça veut dire que pour le premier semestre 2012, qu'on s'entende bien, le premier semestre 2012, par rapport au premier semestre 2011, où c'était un record de vente, il y a un delta, une baisse de 240 000 véhicules. Mais là-dedans, il y a les 200 000 véhicules que Peugeot aurait dû vendre en Iran. Où c'est pas un problème de compétitivité, c'est pas un problème que les travailleurs qui bossent en France, ils coûtent trop cher. C'est une décision politique de ne pas vendre à l'Iran. BFM Business, intégral placement, la polémique. Avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et donc on poursuit cette page spéciale BNP Paribas, le titre lanterne rouge du CAC, avec cette possible amende. D'après le Wall Street Journal, BNP va se prendre une amende de 10 milliards de dollars, la plus grosse jamais infligée à une banque. On a parlé de 3,5 milliards, puis on a parlé de 5 milliards de dollars, puis maintenant on parle de 10 milliards de dollars. On est sur des montants complètement dingos. Comparé à l'ensemble des amendes qui ont pu être infligées par les Américains à des banques par le passé. Comparé aussi aux sanctions qui ont été prononcées contre toutes ces banques qui se sont rendues coupables pendant un sacré bout de temps d'avoir manipulé le Libor et le Ribor, quand même d'avoir manipulé l'ensemble du marché mondial des taux interbancaires, où on est sur des montants, là, avec BNP Paribas, 10 fois supérieurs. Il y a quand même un problème de proportion. Alors, si ce montant était confirmé, BNP Paribas aurait la capacité de payer. Ça représente une année de profit pour la banque. Enfin, elle pourrait payer, sa survie ne serait pas en jeu et les dépôts qu'elle détient ne seraient pas menacés. Je rappelle que BNP Paribas est accusé d'avoir réalisé des transactions en dollars depuis le sol des États-Unis avec 3 pays sous embargo américain, Iran, Cuba, Soudan et notamment sur des activités pétrolières. Et c'est pour ça qu'il risque cette amende record. Ce matin, le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, indique qu'il suit le dossier avec la plus extrême attention. On le comprend, car il y a des enquêtes actuellement menées par Washington sur la Générale, sur le Crédit Agricole, sur la Deutsche Bank, sur la Commerzbank ou encore sur RBS, la banque britannique. À chaque fois, on parle de banques européennes. À chaque fois, il s'agit d'emmener ces banques européennes sur le terrain pénal. Tandis que depuis la chute de Lehman, aucune banque américaine n'a eu à plaider coupable. C'est vrai, JP Morgan s'est pris 13 milliards de dollars d'amende en novembre 2013, mais au civil. Et pour des raisons liées à l'immobilier. Aucun banquier américain n'a fini devant un tribunal ou en prison. Tandis que les Américains sont quand même eux qui nous ont exporté leur scandale financier. Et à chaque fois, le département de la justice américaine pousse les banquiers européens à plaider coupables avec en même temps le risque de leur supprimer définitivement ou temporairement la licence bancaire, c'est-à-dire la capacité d'exercer le métier de banquier sur le sol américain en utilisant la devise américaine, le dollar. Oui, et BNP Paribas est menacé aussi de perdre sa licence bancaire aux États-Unis. Quel peut être l'impact d'une perte de licence et du fait de plaider coupable? Ça peut mettre une banque très sérieusement en difficulté, il faut être honnête, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça peut l'envoyer au tapis. S'avouer coupable, c'est reconnaître des conséquences pénales. Derrière, vous risquez d'avoir une hémorragie de clients, une hémorragie d'investisseurs, une hémorragie de vos prêteurs, une hausse des taux d'intérêt. Ça veut dire que si vous plaidez coupable, les conséquences dépassent de loin
le montant stricto sensu de l'amende, par exemple 10 milliards d'euros ou un peu moins. Perdre sa licence bancaire pour une banque à dimension mondiale, je rappelle que le bilan de BNP Paribas est supérieur au PIB de notre pays, à peu près 2200 milliards d'euros. Faut être honnête, c'est assez impensable d'être une banque mondiale et de ne plus pouvoir utiliser le dollar. Donc les Américains sont prêts à jouer la fin du too big to jail, la fin du too big to fail. Ok, il n'y a plus de banques trop grosses pour ne pas faire faillite, il n'y a plus de banques trop grosses pour ne pas aller en tôle, quitte effectivement à aller sur le terrain pénal, à pousser au plaidé coupable, quitte à mettre en risque l'existence de la licence bancaire sur le sol américain. Attention, il y a derrière tout ça un risque systémique potentiel. Potentiel, on n'y est pas. Mais quand on joue avec des établissements d'une taille pareille, avec le dollar et avec la capacité de vie ou de mort globalement sur un établissement bancaire, on sait qu'est-ce qui se passe quand on met des établissements très importants en position de grande fragilité. Faut pas jouer trop avec ce genre de joujou. Et en plus, ça va pas encourager ces grands établissements bancaires à prêter plus aux entreprises, hein, les sanctions, les amendes qui leur sont données. Justement, est-ce qu'il y a un acharnement aujourd'hui de la justice américaine vis-à-vis de nos banques européennes? Écoutez, ça crève les yeux. Enfin, il y a à l'évidence, à chaque fois on a des cibles européennes et à chaque fois on a des montants de plus en plus gros. Souvenez-vous, tout récemment, Crédit Suisse doit payer 2,6 milliards de dollars en plaidant coupable pour s'être rendu coupable d'avoir hébergé des exilés fiscaux américains. Pour des faits absolument similaires, UBS, une autre helvétique, en 2009, payait moins de 800 millions de dollars. Et là, aujourd'hui, ce sont 2,6 milliards de dollars. HSBC, 2013, a dû payer pour des questions de blanchiment quasiment 2 milliards de dollars. Par le passé, il n'y avait pas une amende les amendes étaient en centaines de millions. On a bien le sentiment, quand on voit Crédit Suisse, puis maintenant BNP Paribas, qu'on a globalement deux cobayes qui permettent au département américain de la justice de tester la viabilité d'infliger des amendes en plusieurs milliards de dollars, ce qui n'existait pas par le passé. C'est un beau terrain de chasse pour M. Montebourg, qui est toujours prompt à aller aider les entreprises françaises en grande difficulté. Là, je crois qu'effectivement, si on a besoin de lui, c'est sur un dossier comme celui-là. Ira-t-il aider BNP Paribas? Écoutez, pourquoi pas. Ouais. Il est normal que des banquiers finissent en tôle s'ils sont impécunieux. Enfin, il n'est pas normal d'aller dépecer les banques européennes, parce que vous allez voir, on va peut-être en trouver aussi des banques américaines qui auraient éventuellement commercé avec l'Iran et le Soudan pendant la même période. On reparle de ce dossier. C'est désormais au tour du Crédit Agricole de passer à la caisse aux États-Unis. En cause, au même titre que ses consoeurs comme BNP Paribas, la banque française est condamnée pour avoir violé les règles américaines sur les embargos, et ce notamment entre 2003 et 2008, dans le cadre de plus de 2000 transactions pour un montant global de 14 milliards d'euros. Au regard des 8 milliards d'euros d'amende que devra honorer BNP Paribas, cela semble une broutille. C'est pourtant bien à 0,4% près le même ratio qui a été appliqué dans l'accord proposé par la justice américaine, à savoir environ 5% d'amende sur le total des transactions. Car rappelons-le, la condamnation de BNP Paribas portait sur un montant global de 166 milliards. Donc, contrairement à ce que l'on peut lire dans certains médias, il n'y a dans cette décision aucune clémence de la justice états-unienne vis-à-vis du Crédit Agricole, qui se serait montré pourtant plus coopératif. Mais Alstom serait tout proche d'un accord avec le département de la justice américain pour solder une affaire de corruption présumée en Indonésie. Une source proche du dossier évoque même une amende de 560 millions d'euros pour le groupe français, accusé d'avoir tenté de verser des pots de vin à des responsables politiques indonésiens pour décrocher un contrat juteux dans le domaine de l'énergie. Le règlement de ce litige devrait permettre à Alstom de finaliser la vente de ses activités énergie au géant américain General Electric. La note est salée pour Alstom. Les autorités américaines ont infligé au groupe français en début de semaine une amende record de 772,29 millions de dollars. Alstom est ainsi condamné pour fait de corruption dans plusieurs pays. L'entreprise française aurait en effet versé des pots de vin de dizaines de millions de dollars à des fonctionnaires en Chine, en Inde, en Indonésie, afin d'y remporter des contrats. L'amende sera payée par l'entreprise Alstom elle-même et non par General Electric, même si le géant américain vient de racheter la branche énergie du groupe français pour plus de 12 millions d'euros. Alstom est le deuxième grand groupe français sanctionné par des amendes aux États-Unis dans le cadre de poursuites pénales, succédant ainsi à BNP Paribas, qui pour mémoire avait dû payer près de 9 milliards de dollars pour avoir caché aux autorités américaines ses financements en Iran, à Cuba et au Soudan.
Un navire anti d'un côté, un demi de l'autre, au total un bateau et demi, c'est ce qui resterait sur les quais de Saint-Nazaire si la menace de Laurent Fabius était mise à exécution. Du jamais vu. Selon les syndicats, 200 salariés sur les 2000 que compte le chantier travaillent sur ces navires. La crainte, c'est que l'on cesse immédiatement la fabrication de ces bateaux et que par conséquent, ça mette les salariés qui travaillent sur ces projets au chômage partiel immédiatement. En juin, 400 marins russes sont attendus à Saint-Nazaire pour prendre en main le Vladivostok en cours d'achèvement. Pour l'heure, tout est maintenu. Ici, personne ne veut croire qu'une telle commande d'1,2 milliard € puisse tomber à l'eau. Pour l'instant, on considère qu'on est encore, on va dire, dans un jeu diplomatique où chacun montre un petit peu ses muscles. Bon, quand on en arrivera à l'embargo, c'est quand même qu'on sera dans une situation internationale très délicate. Bon, donc on n'en est quand même pas encore rendu là. Comme un clin d'œil à l'actualité, le second porte-hélicoptère en cours d'assemblage s'appelle le Sébastopol, nom du fameux port de Crimée, au cœur de la crise actuelle. Et dans ce contexte en pleine crise ukrainienne, un début de possible crise diplomatique franco-américaine. Washington, en tout cas, interpelle Paris en cause la livraison prévue par la France à la Russie de 2 navires de guerre de type Mistral. C'est un contrat qui a été signé en 2011 pour 1,2 milliard d'euros. La France précise que ce contrat est mis entre parenthèses pour le moment, mais ça ne calme pas l'inquiétude des États-Unis. Écoutez les précisions de notre correspondant à New York, Karim Lebourg. Cela fait déjà plusieurs semaines que les États-Unis s'inquiètent de la vente de ces 2 navires de guerre Mistral français à la Russie. Et cette fois, c'est la chef de la diplomatie américaine pour l'Europe, Victoria Nuland, appuyée par les membres du Congrès, qui demande à la France d'annuler cette vente. Et s'ils le font, c'est parce que les États-Unis sont lancés dans une intense campagne pour isoler la Russie. Les États-Unis s'apprêtent à annoncer un renforcement des sanctions contre Moscou. Et le sentiment à Washington, c'est que les Européens ne sont pas aussi déterminés que les Américains sur ces sanctions qui auront des conséquences économiques. Barack Obama a par exemple demandé aux patrons américains de ne pas aller au Davos russe à la fin du mois, le sommet économique de Saint-Pétersbourg organisé par Vladimir Poutine, auquel de nombreux patrons européens vont se rendre. Les États-Unis veulent que la Russie paye le prix de sa politique en Ukraine et ils veulent convaincre les Français que d'annuler la vente de ces 2 navires de guerre Mistral serait un signal fort lancé à la Russie. Côté français, on peut évidemment s'agacer de cette insistance pour un contrat qui a été signé en 2011, bien avant la crise en Ukraine. Ce sera en tout cas un sujet à l'agenda de la visite de Laurent Fabius ce lundi. Alors vendredi dernier, Vladimir Poutine et François Hollande se sont rencontrés à Erevan pour la commémoration du génocide arménien. Il était question évidemment de la livraison des navires de type Mistral. Comment avez-vous perçu toute cette histoire quant à la livraison, à la non-livraison, au blocage, à la pression des États-Unis notamment pour que la France prenne sa décision? Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que les Mistral ne font pas partie des sanctions. Avec les Mistral, la France s'auto-sanctionne. Personne ne lui a demandé. Il y a une sanction sur les transferts. Personne ne lui a demandé? Oui, je veux dire, officiellement en tout cas, les sanctions internationales concernent les technologies militaires dans les projets à venir. Donc on a même des fournisseurs français qui continuent encore à livrer des technologies militaires d'avant les sanctions. Donc on s'impose ça nous-mêmes sous la pression pas seulement de Washington mais de Berlin. Et avec toujours le double objectif, c'est de détruire le complexe militaro-industriel français, donc en nous décrédibilisant ou en nous affaiblissant, voilà, et également de contribuer à cette rupture entre l'Europe et entre la Russie et le reste de l'Europe. La banque accusée d'avoir violé l'embargo américain sur des pays sous embargo, l'Iran entre autres, et BNP qui risque une amende, pourquoi pas de 10 milliards de dollars, pourquoi pas un retrait de sa licence bancaire aux États-Unis. Les Américains demandent même la tête de 10 dirigeants de BNP, Olivier. C'est ce qu'on appelle le traité transatlantique, ça. Voilà, c'est j'ai besoin d'argent, donc je cible n'importe quoi et je leur colle une amende de 10 milliards. C'est n'importe quoi. Enfin, on est dans un système où les Américains se croient absolument tout permis. Donc, ils ont dû constater, comme moi, qu'ils avaient moins 1% de PIB, ils vont le chercher ailleurs. C'est facile de se faire de l'argent, hein, puisque en face, en plus, vous avez des gens qui sont quand même pas très... comme dirait Monsieur Tapi, pas trop sévèrement burnés, et donc on va lui dire oui. On va leur dire oui. On va leur dire, bah écoutez, oui, on a fait des bêtises, on va vous payer. C'est pas grave. On est quand même dans un truc qui est assez ahurissant. C'est-à-dire que les États-Unis sont encore les maîtres du monde et font absolument ce qu'ils veulent. Ouais.